Ces dernières semaines, Donald Trump s'est fait surtout remarquer en politique internationale, le conflit en Iran, la visite en Chine, mais son esprit est aussi bien présent en politique intérieure. Manifestement, il est très focalisé sur les élections de mi-mandat en novembre prochain et il a fait dans les derniers jours des gestes et des actions qui sont sans précédent au niveau financier et en termes de politique intérieure pour préparer ces élections et s'assurer autant qu'il le peut d'une victoire des Républicains. C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Patrick White dans cet épisode de Éclairage politique du balado Info Bref, Actualité et Affaires. Patrick, parlons d'abord du volet financier. Il y a eu une entente avec le Internal Revenue Service, donc l'équivalent de l'agence du revenu des États-Unis, quelque chose de tout à fait sans précédent et d'assez extraordinaire. Explique-nous ça un petit peu. Ouais, ben alors il avait le fisc aux trousses depuis des années, hein, avec toutes ses frasques financières et celles de sa famille. Donc le service des impôts américains faisait des contrôles fiscaux très très fréquents et enquêtait sur lui et les membres de sa famille depuis des années. Et Monsieur Trump, en janvier dernier, il a fait une poursuite de 10 milliards de dollars contre les services d'impôts américains à la suite de la fuite de ses déclarations fiscales qu'il tente de cacher depuis toujours. Hein, il n'a jamais voulu révéler l'étendue de sa fortune. Alors l'accord de cette semaine, qui a été rendu public à la dernière minute sans la consultation des parlements, ça a été approuvé par le ministre de la Justice et par les services d'impôts. Ben, essentiellement, c'est que M. Trump recule, retire sa plainte de 10 milliards de dollars contre l'IRS et en retour, le service des impôts américain ne va plus l'inquiéter. Pour lui, toute sa famille, et c'est très très large, ça inclut également ses entreprises qui sont tentaculaires. Donc, il obtient l'immunité fiscale et en retour, des compensations financières qui ne vont pas à lui, évidemment. C'est 1,8 milliard de dollars pour ses partisans. Une espèce de slush fund électoral. On ne sait pas trop qui va pouvoir l'utiliser. On sait déjà que M. Trump veut compenser les 1600 émeutiers républicains du 6 janvier 2021 là, qui ont attaqué le Capitole. Évidemment, ce fonds-là est destiné surtout à indemniser les républicains, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'enquêtes indues ou de poursuites motivées politiquement sous Joe Biden, ce qui est absolument faux, évidemment. Donc, on est vraiment dans une dynamique de vengeance et ce 1,8 milliard de dollars-là, c'est l'argent des contribuables, c'est du vol d'une certaine manière et c'est du jamais vu. Le président américain qui met la machine gouvernementale presque complètement à son service et là on voit que ce fonds-là risque d'être utilisé pour les élections de mi-mandat. On en parlera plus tard, mais évidemment, beaucoup d'inquiétudes du côté démocrate, des hauts cris également dans les milieux policiers, à cause évidemment des policiers qui ont été tués au Capitole en 2021. Et j'étais sur Fox News mercredi et on n'en parle même pas. Donc, les appuis à M. Trump là, sont plutôt stables côté républicain dans ce dossier-là. Pour être sûr de bien comprendre ce dont tu parles, on parlait ici d'un président en exercice qui poursuivait sa propre administration et qui, pour retirer une plainte, obtient une immunité complète des impôts pour lui, pour sa famille, Ces pour ses entreprises, mais proches. uniquement pour ce qui est arrivé dans le passé. Donc, ça ne concerne pas des mauvaises actions futures qu'il pourrait faire et on sait qu'il va en faire. Il est encore au pouvoir pour au moins 2 ans et demi. Donc, on voit effectivement qu'il s'est approprié ce pouvoir-là et tout ça a été fait en cachette et est déjà en vigueur depuis lundi en plus. Alors ça, c'est le lien avec l'administration et comment financièrement il réussit à obtenir de l'argent pour des fins qu'il va pouvoir utiliser à des fins partisanes. De l'autre côté du point de vue
politique, il avait déjà une mainmise très forte sur le Parti républicain et on a vu dans les derniers jours que cette mainmise reste encore plus forte, notamment ça s'est vu à la suite d'élections primaires du Parti républicain dans le Kentucky. Oui, c'est des élections locales, effectivement. Donald Trump a réussi à faire tomber Thomas Massie, l'un des rares républicains à lui résister. Il a parlé d'un élu calamiteux qui était en fait un démocrate qui se reconnaissait pas. C'est un des rares républicains qui lui résiste depuis un bon bout de temps. Il critique beaucoup de choses, cet ex-élu-là. En fait, la guerre en Iran, qui fonctionne pas du tout en ce moment, les dépenses publiques fastueuses, la publication des documents liés à l'affaire Epstein. Évidemment, il y a beaucoup de républicains qui sont nerveux et mécontents de M. Trump, mais ils n'osent pas y aller publiquement. Et mardi soir, il y avait cette élection primaire-là au Kentucky. Et il s'est fait vraiment battre haut la main par l'autre candidat que M. Trump soutenait, Al Galbraith, Thomas Massie, un élu qui ose critiquer Donald Trump. Il y a une élection primaire qui se fait, une élection locale, une élection partielle, comme on dirait au Canada. Et vraiment, le test de loyauté, il est très, très important maintenant. Aussitôt qu'on a la bénédiction de Donald Trump, on est presque sûr d'être élu. Et les caricatures mercredi aux États-Unis dans les journaux, c'est que le Parti républicain n'existe plus. C'est uniquement Donald Trump qui fait comme bon le sent. Et le député sortant, donc, Thomas Massie, a fait des farces là-dessus mardi soir, mais ça montre vraiment à quel point le contrôle de M. Trump est presque quasi total sur ce qui reste du Parti républicain. Tout est en train de se focaliser vers les élections du début novembre aux États-Unis, des élections de mi-mandat qui pourraient permettre possiblement aux démocrates de prendre le contrôle d'une ou des deux chambres, mais il y a des sondages quand même qui montrent que ça se passe pas si mal que ça pour Donald Trump. Alors justement, on voit à quel point Donald Trump se prépare et veut absolument éviter ce qui arrive presque toujours aux administrations en exercice, c'est qu'après une vague de l'élection présidentielle, il y a une partie du Congrès qui est élue à ce moment-là et qui souvent est élue de la même couleur que le président. Par contre, 2 ans plus tard, la lune de miel présidentielle commence à s'atténuer et donc l'opposition, donc l'autre parti, prend un peu plus de place. Souvent, il reprend une majorité dans une des deux chambres, voire les deux. Est-ce que c'est ce qui risque de se passer, mais c'est ce que Donald Trump veut à tout prix éviter? Oui, évidemment, il y a une grogne généralisée aux États-Unis par rapport au coût de la vie, là, par rapport à l'économie, l'inflation qui est à 3,8%. Mais M. Trump, on le voit avec les événements de cette semaine, il est prêt à tout pour gagner en trichant. On le voit dans les dernières semaines, il y a eu de nombreux redécoupages électoraux favorables aux républicains dans au moins 4 États. Ça a été approuvé par les cours suprêmes de ces États-là. Donc, on veut vraiment nuire au vote démocrate, au vote noir également, hispanophone à certains endroits. Mais le gouverneur Abbott du Texas a écrit mercredi dans les réseaux sociaux que rien n'était gagné pour les républicains. Il demande beaucoup plus d'argent à ses fidèles. Et pendant ce temps, Donald Trump a essayé cette semaine de confisquer la religion à son profit, pas uniquement l'État, mais la religion également. Alors, pour se rapprocher du vote religieux évangéliste et influencer leur vote, il a organisé un jubilé national de prière à Washington pour fusionner foi évangélique et loyauté politique. Il a indiqué dans une publication dans la nuit, je crois lundi soir, qu'il aimait Dieu et qu'en retour Dieu l'aimait plus que tout. Bref, on nage vraiment en plein délire aux États-Unis et ça nous rappelle également l'importance de la religion comme enjeu politique là, dans toutes les campagnes électorales. Et ça montre à quel point le système est très, très différent du Canada là-dessus. Qu'est-ce que ça présage, ça, pour les élections? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Donald Trump, manifestement, est toujours aussi combatif. Quelles sont ses chances de garder le pouvoir lors des prochaines élections? Ouais, c'est dur à dire. C'est une éternité en politique, mais il faut pas sous-estimer Donald Trump. Pour le moment, les démocrates sont en route pour
aller récupérer au moins une des deux chambres. Mais M. Trump a plus d'un tour dans son sac. Il l'a bien montré cette semaine. Il est prêt à mettre l'État, la machine gouvernementale à son service pour assouvir son désir de pouvoir. Juste pour dire que hier, il a fait une diversion. Il a amené les journalistes de la Maison-Blanche sur le toit de l'édifice pour parler de la salle de bal, sa salle de bal qui va coûter très, très cher, financée par le privé. Ça, c'est très problématique. Et ça va devenir aussi un bunker de défense avec de multiples drones. Donc, on voit que tout ça se passe alors que le gallon d'essence est en route pour 6 dollars le gallon. C'est très, très cher. Et malgré tout ça, un sondage Associated Press diffusé mercredi, ben, ça montre que son taux de popularité globale est à 37% en hausse de 4 points depuis avril, malgré l'Iran, malgré l'économie. Soit la majorité des démocrates, évidemment, désapprouvent totalement sa performance à 70%, mais ça demeure très fort chez les républicains. Et en ce qui concerne l'immigration, ben là, la majorité, presque la majorité des Américains désapprouvent son travail dans le secteur dans l'enjeu important de l'immigration. Bref, M. Trump est encore là pour 2 ans et demi. Il a encore beaucoup d'appui et ça complique toutes les prédictions là, pour les élections de mi-mandat en novembre prochain. Merci Patrick, merci de nous avoir accompagnés avec ces épisodes éclairage politique depuis le début de l'année. On va prendre une pause cet été, on retrouvera des éclairages dans le balado InfoBref à la fin de l'été, début de l'automne, à la rentrée. Et puis évidemment, on continue pendant tout l'été à vous informer et à vous résumer l'essentiel des nouvelles chaque matin en 5 minutes dans l'infolettre, InfoBref matin, et en balado. On prendra une courte pause fin juin, début juillet, mais l'infolettre, elle, sera toujours là. Vous retrouverez les liens dans les notes de cet épisode, ainsi que le lien vers l'infolettre de Patrick White qui couvre chaque jour l'actualité des médias. Merci beaucoup, à très bientôt.